Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler du Web3 et on va voir les avantages et les inconvénients. Tout le monde parle des avantages du Web3, cette nouvelle révolution technologique qui est en train d'arriver, mais personne parle des inconvénients et je pense que c'est également important d'avoir cette double casquette. Alors pour rappel, le Web3, c'est une nouvelle définition qui a été apportée par Gavin Wood en 2014, car les anciennes définitions étaient assez obsolètes. Et sa vision des choses, c'est de dire qu'il faut avoir une entité qui est la plus décentralisée possible, qui était un peu l'idéologie même d'Internet à ses débuts. C'est-à-dire ne plus avoir de possibilité d'avoir de contrôle et de censure comme peuvent être appliqués en fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux comme le font les GAFAM. Et l'idée c'est d'avoir justement quelque chose de beaucoup plus libre et beaucoup plus ouvert. En fonction de ce que vous avez trouvé sur Internet, vous verrez que vous avez différentes définitions du Web3. Et là, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo sur le sujet. Alors pour moi, il y a des piliers qui sont quand même fondamentaux dans le Web3. La première, c'est la propriété financière et la propriété via, par exemple, une technologie comme les NFT. C'est-à-dire que vous êtes propriétaire de vos propres données et vous pouvez en faire ce que vous voulez, où que vous le soyez, que ce soit dans le temps ou encore que vous puissiez les supprimer. Aujourd'hui, par exemple, si vous êtes sur Facebook, que vous demandez à récupérer vos données, on va vous envoyer des archives complètes sur les données qui auraient cessé d'être supprimées. Ensuite, on a tout ce qui est résistance à la censure. Donc pour moi, ça fait partie vraiment des gros avantages en fait. On parle de propriété financière, c'est-à-dire que votre argent vous appartient réellement. Elle n'appartient pas à une banque. C'est pas eux qui vont contrôler vos flux financiers. Ensuite, on parle de résistance à la censure, c'est-à-dire que vous allez pouvoir publier le contenu que vous souhaitez sur Internet. Bien sûr, il faut toujours garder un certain cadre éthique et légal derrière, mais on peut reprendre encore le cas du PDG d'OnlyFans tout simplement, qui avait souhaité arrêter le contenu à caractère sexuellement explicite sur sa plateforme, puis qui était revenu en arrière parce qu'en fait, tous les créateurs de contenu étaient partis. Mais ça n'empêche pas que les créateurs de contenu, on reste extrêmement dépendants en fait aux différentes plateformes. Et demain sur Twitter, si jamais vous avez envie de dire des choses qui ne le sont pas ou vous avez envie de faire une vidéo YouTube parce que vous êtes en colère contre quelque chose, ben, vous pouvez potentiellement être censuré. Donc l'idée du Web3, ça fait partie des avantages en fait qui pour moi sont extrêmement importants. Et c'est pareil, dans les avantages qui sont importants, on a aussi ce qu'on appelle l'organisation décentralisée autonome, donc les DAO. C'est un peu ce que certains projets crypto essaient d'apporter. Et l'idée, c'est de fonctionner un petit peu comme une société, c'est-à-dire que vous n'avez pas un dirigeant qui va prendre toutes les décisions, mais c'est une communauté complète qui va se mettre en accord sur telle ou telle décision, sur tel axe à suivre. Et je trouve que c'est extrêmement important en tout cas de rester dans ce sens-là. Et on a également aussi ce qu'on appelle l'identité numérique, qui est pour moi aujourd'hui un enjeu qui est majeur et qui est très sensible d'un point de vue éthique. On l'a vu avec WorldCoin qui commence à arriver à faire du scan d'iris pour le stocker, pour vérifier son identité et après ensuite pouvoir la réutiliser de partout. Sur le concept, je trouve ça très intéressant parce que l'idée, c'est justement d'avoir un profil utilisable de partout, d'arrêter d'avoir justement de passer notre vie à aller donner des papiers. Par exemple, je l'ai vu en Estonie, on avait une carte d'identité et avec cette carte d'identité, on est capable de s'inscrire à la salle de sport, on fait les papiers pour l'administration, on loue un appartement et on a tout est relié au même endroit en fait et c'est juste hyper pratique. Et quand on a besoin de se connecter à une banque, et bah directement on met notre carte à puce et on la connecte et on accède à tout. Le gros problème, c'est un peu la contrepartie qu'on a en Chine avec le scoring social qui fait que potentiellement, on peut arriver à vous bloquer si jamais vous ne respectez pas l'ensemble des règles. Et donc, je pense que le Web3 essaie d'apporter un peu cette idée d'identité numérique décentralisée, gérable du côté utilisateur et qui nous permet de pouvoir accéder à l'ensemble des réseaux sociaux sans pour autant être censuré. Mais il faut faire très attention, c'est un sujet qui est vraiment très sensible et ça peut aller très loin. Aujourd'hui, je vois quand même quelques limitations en fait au développement du Web3. Tout d'abord, c'est l'accessibilité. Quand on voit en fait que le monde des cryptos aujourd'hui est quand même assez compliqué en termes d'accès, quand on voit l'utilisation d'un MetaMask, bah, c'est globalement pas simple pour la plupart des personnes. Et aujourd'hui, il y a cette barrière technologique en fait. Et en plus d'avoir une barrière technologique, je trouve qu'il y a aujourd'hui une barrière financière à utiliser par exemple des applications décentralisées. Si on prend les frais de gaz sur Ethereum, ils sont encore beaucoup trop chers pour beaucoup de personnes dans le monde qui ont juste besoin d'accéder en fait à certaines plateformes pour faire un prêt ou pour aller déposer de l'argent pour obtenir un peu de rendement. Je trouve également que l'expérience utilisateur, en fait, elle est encore trop complexe pour la plupart des personnes. On a des interfaces qui ne sont pas du tout intuitives, on doit gérer la sécurité de notre portefeuille et la preuve c'est que la plupart des personnes se font piller leurs fonds et les arnaqueurs trouvent toujours des solutions qui sont les plus ingénieuses pour aller les voler. Et donc comment en fait donner l'envie aux personnes de passer d'un Web 2 à un Web 3 quand on leur redonne l'ensemble des responsabilités? Alors oui, c'est une très bonne chose, on leur redonne l'ensemble de leurs droits, on leur demande de gérer leurs propres affaires. Mais combien de personnes sont réellement capables en fait de faire ça? Et c'est là où aujourd'hui je me pose une grosse question, c'est justement est-ce que
certaines entités du Web 2 ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement futur du Web 3. Où est-ce qu'on arrivera à avoir un Web 3 totalement transparent? Dites-moi si pour vous, on arrivera à avoir un Web 3 qui sera accessible à tout le monde et qui soit vraiment peu cher et que chacun puisse se prendre en charge, ou pour vous, il y aura toujours des entités du Web 3 qui perdureront parce que certaines personnes ne sont pas capables de se gérer par elles-mêmes. Après, je trouve qu'en fait, justement, il faut passer par une forme de formation qui est très importante. Quand on est passé du Web 1.0, on avait du contenu qui était statique, au Web 2.0, on pouvait partager des données directement sur Facebook, sur Google et autres, et ben, il a fallu éduquer en fait les utilisateurs. Et ça a été assez long. Et ça, c'était des très grosses structures qui sont gérées d'éduquer la population à utiliser ces applications-là. Et aujourd'hui, qui c'est qui le fait pour le Web 3? Si on veut que ça soit totalement décentralisé, chacun est obligé de faire un bout de travail. Nous, on essaie, grâce à cette chaîne YouTube, de le faire au maximum, de partager un maximum de contenu pour l'ensemble des personnes pour arriver justement à évoluer, en tout cas, dans ce Web 3. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est encore beaucoup trop à la marge du système et c'est ce qui freine vraiment l'adoption en fait, du Web 3 sur le futur. Et là où moi j'ai un œil un petit peu technique et peut-être un peu particulier dans ce secteur-là, c'est que je trouve aujourd'hui que les infrastructures, elles sont beaucoup trop centralisées. Les infrastructures du Web 3, elles se disent totalement décentralisées. Et si on regarde vraiment les couches, il y a encore des couches de centralisation, que ce soit au niveau de la gouvernance, au niveau des équipes, au niveau des clés administrateurs par exemple sur certains projets, mais on a également toute l'infrastructure en fait matérielle qui va être stockée par exemple chez Amazon, donc AWS, qui est une grosse entité, qui du jour au lendemain peut décider de débrancher des serveurs ou des validateurs si on parle de projet Proof of Stake. On a beaucoup de code qui est disponible sur GitHub, on a beaucoup de projets qui sont sur Discord pour échanger, beaucoup de projets qui sont sur Twitter ou X si on veut l'appeler avec la nouvelle version. Donc on a encore une très très grosse centralisation et une grosse dépendance en fait au Web 2. Donc c'est là aujourd'hui où je trouve qu'il y a encore des vraies problématiques. Et c'est pour ça que je trouve qu'effectivement, il y a beaucoup d'avantages d'être sur le Web 3, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients, donc tous ceux que je vous ai cités. Pour moi, le Web 3, c'est un vrai avenir, c'est vraiment important. Il faut y aller, mais en fait, il faut y aller étape par étape. Il faut construire brique par brique, et donc chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est pour ça que quand on voit certains projets qui en copient d'autres, qui sont ni plus ni moins que des copies par exemple d'Uniswap où on change le front-end, il n'y a pas d'intérêt. J'aime beaucoup les équipes qui sont novatrices et qui essaient d'apporter chacune une nouvelle vision des choses. Et c'est aussi pour ça que moi, à ma manière, en fait, j'essaie d'apporter les choses et j'essaie aussi des fois d'investir en fait dans des projets qui sont liés au Web 3, mais sur la partie infrastructure. Parce que je pense que c'est hyper important. C'est une catégorie et un narratif qui est encore très sous-estimé, qui est aujourd'hui destiné un peu plus aux développeurs. Mais par exemple, on a des projets très intéressants sur l'identité décentralisée, le stockage de données décentralisées, les infrastructures décentralisées. Et donc, je pense qu'il faut absolument aller puiser dans ces ressources-là pour aller le plus loin possible en fait. Alors, peut-être que certains diront que j'ai une vision qui est trop catégorique en fait sur le Web 3. Et je pense que certains l'ont comme moi, parce que par exemple, Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, a tweeté en juin 2022 en fait le Web 5.0. Et pour lui, le Web 5.0, c'est une liaison entre le Web 2.0 et le 3.0 qui apportera justement une identité décentralisée, un stockage de données décentralisé. Et il essaie aujourd'hui de porter en fait ce projet via une filiale spécifique nommée TBD de sa société Block pour répondre à cette problématique et redonner la vraie propriété des données aux utilisateurs. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi sur cette vision des choses ou si pour vous le Web 3 il peut être encore un peu centralisé. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner, pensez également à récupérer le guide qui est disponible dans la description, il est offert, il vous permettra de bien débuter dans le secteur des crypto-monnaies. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!